Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ce léger retard. Il y avait un souci de contre-jour à régler du côté de nos intervenantes, Hélène et Christiane, donc de la Pure, de l'atelier parisien d'urbanisme, qui vont nous parler donc lors de cette session, je crois, du PLU bioclimatique. Donc notre session va durer en tout 30 minutes. Vous connaissez probablement maintenant le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent, vous pouvez interagir et poser vos questions à travers le chat. Vous voyez l'icône sous forme de bulle de BD en bas à droite de votre écran. Et moi, je relayerai vos questions au fur et à mesure auprès de Hélène et de Christiane. Donc c'est parti, on est ensemble donc pour une demi-heure et je laisse la parole à nos intervenantes de la Pure. C'est à vous. Merci. Merci. Je vais partager mon écran. Alors, c'est moi qui vais démarrer, donc Christiane Blanco, en vous disant d'abord 2 mots sur ce qu'est la Pure. Donc la Pure, c'est l'atelier parisien d'urbanisme. Donc c'est assez classiquement une agence d'urbanisme qui réalise donc des études, des bases de données sur à la fois Paris et l'ensemble de la région parisienne et plus particulièrement la métropole du Grand Paris. Voilà, donc c'est un organisme qui a à peu près 80 salariés et donc qui a en charge notamment la préparation et participe à la préparation des documents d'urbanisme. Donc ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est de la plateforme numérique que nous avons mis au point pour la révision du plan local d'urbanisme de Paris. Donc, la révision du plan local d'urbanisme a été lancée à la fin de l'année 2020 par le Conseil de Paris. Et ce plan local d'urbanisme donc, doit définir ce qui sera le futur règlement et les futures donc, règles de construction à Paris. Pour démarrer ce processus qui va durer pendant 3 ans, il nous a été demandé d'élaborer un diagnostic territorial, c'est-à-dire de fabriquer un document de diagnostic sur l'état de Paris aujourd'hui, qui soit un élément de grand public, qui puisse servir de support à la concertation citoyenne, donc à toutes sortes de réunions publiques pour la révision du PLU, réunions qui peuvent être à la fois à l'échelle du quartier et à l'échelle de tout Paris. Et donc, c'est ce document qui est ce diagnostic territorial que nous allons vous présenter. Alors, les objectifs de ce diagnostic territorial, ils étaient très particuliers et en partie, et notamment en raison de la situation sanitaire, puisque contrairement aux révisions précédentes du document d'urbanisme parisien, il n'était pas possible d'organiser des réunions publiques en mairie. Et donc, il nous a été demandé de faire un document à la fois accessible à tout le monde, mais qui soit accessible notamment avec les outils numériques, même si par ailleurs nous en avons fait une synthèse et nous l'avons effectivement imprimé en papier pour les gens qui n'ont pas accès, puisqu'il y en a évidemment encore beaucoup qui n'ont pas accès au numérique ou qui ont du mal à travailler avec. Donc en tout cas, l'idée était d'avoir un document très accessible et ensuite un document également qui permettait de zoomer jusqu'au quartier, c'est-à-dire d'être à la fois à l'échelle de tout Paris et à la fois sur un micro-quartier, un conseil de quartier qui voulait faire des réunions, eh bien, il pouvait zoomer jusqu'au quartier. Donc, c'était un peu une gageure, ça a supposé d'avoir des plans qui permettent à la fois ce zoom et à la fois qui soient encore lisibles à l'échelle de tout Paris, mais c'était un élément important de ce diagnostic territorial. L'autre élément était que les gens puissent télécharger les cartes, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir les documents et ensuite de leur propre chef ou avec leurs propres outils pouvoir les agrandir, les zoomer, les imprimer, etc. Et puis évidemment, il y avait cette idée de pouvoir comparer les cartes entre elles, on vous en parlera un tout petit peu à la fin de l'exposé, et de disposer de commentaires, d'explications
Donc, vous allez voir dans ce que va vous raconter Hélène sur la manière dont on a fabriqué l'outil, que c'est non seulement des cartes, mais c'est des cartes qui sont accompagnées de textes, de données chiffrées et de tous les éléments qui permettent une compréhension la plus claire possible, en tout cas, de ce que la carte représente, même si cette carte reste l'outil principal de ce diagnostic territorial. Voilà, ça c'était pour une très très brève intervention. On s'est dit qu'on allait faire les choses en 3 temps. Donc les 2 temps que vous allez voir, la partie 2 et la partie 3, c'est à la fois une démonstration de l'outil et donc de la manière dont il fonctionne, et puis en partie 3, la façon dont il a été fabriqué, et puis en partie 4, donc on vous montrera quelques exemples de comparaison de cartes, etc., et de ce à quoi ça peut servir. Et donc, on reviendra un peu sur le fond de ce diagnostic. Voilà, je passe la parole à Hélène. Je te remercie, Christiane. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi, je vais vous faire une démonstration de cette plateforme numérique pour vous montrer comment naviguer dessus et comment accéder aux différents contenus. Donc l'application, vous pouvez la retrouver en suivant le lien qui est ici sur cette slide. Vous pouvez également passer par le site de la Pure dans la rubrique GeoApps, où vous retrouverez cette application et plein d'autres sur d'autres sujets qui sont explorés à la Pure. Vous pouvez également aller sur le site de la ville de Paris et d'idparis.fr, toujours pour retrouver la plateforme du diagnostic. Donc, je vais passer sur mon navigateur pour vous montrer la plateforme du diagnostic territorial. Donc, voici comment elle se présente lorsque vous vous y connectez. La page est organisée en 2 parties. À gauche, une zone d'affichage des cartes et à droite, une zone d'affichage du texte avec par défaut un texte introductif qui vient expliquer ce que c'est que cette plateforme et la contextualiser comme vient de le faire Christiane. Donc, la première chose qu'on va faire quand on arrive sur cette plateforme, c'est sélectionner l'arrondissement pour lequel on souhaite accéder au diagnostic. Donc, c'est ce qui est indiqué dans la fenêtre pop-up au milieu de la carte. Pour sélectionner un arrondissement, il suffit de cliquer dessus. Donc là, pour l'exemple, je vais par exemple sélectionner le 13e arrondissement en cliquant dessus. Donc, ça a pour effet, au niveau de la carte, de venir zoomer sur l'emprise de l'arrondissement et de faire apparaître les limites de l'arrondissement en surbrillance. Et pour le moment, je vais me désintéresser en fait de cette partie carto à gauche pour m'intéresser à ce qui s'est passé dans le panneau de droite. Le texte d'introduction a disparu et maintenant il est remplacé par le diagnostic complet du 13e arrondissement. Donc, ce diagnostic est organisé en 5 grands chapitres. C'est la même structure pour tous les arrondissements. Un premier chapitre sur les données générales, un second sur l'approche sociodémographique, la vie locale, un chapitre bien fourni sur l'environnement et un dernier chapitre sur le cadre urbain. Au début de chacun de ces chapitres, on va retrouver un sommaire dans lequel on retrouve les différentes sous-parties. Donc là, par exemple, vous voyez que le cadre urbain est organisé en 5 sous-parties. Une première sur le paysage urbain, une deuxième sur les tissus urbains, un troisième sur la densité bâtie, puis les statuts de propriété et une dernière partie sur les transformations du bâti. Et évidemment, on peut interagir avec ce sommaire. Donc, hop, voilà, je m'intéresse particulièrement aux transformations urbaines, j'y arrive directement. Donc là, j'ai remonté au début du diagnostic. Donc, on peut facilement accéder à une partie qui nous intéresserait en particulier grâce à ces boutons de navigation ou lire le diagnostic complet du début à la fin. Évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez changer d'arrondissement. Donc pour ça, il suffit de retourner sur la carte, de se déplacer, de dézoomer un petit peu dessus si on le souhaite. Et moi, par exemple, je vais venir chercher le 17e arrondissement. Ça me rezoome dessus au niveau de la carte dans un instant. Ah. Mon ordinateur est en plein moulinage. Il a mal choisi son moment. Voilà, le 17e est sélectionné. Maintenant, sur la droite, c'est le diagnostic du 17e qui apparaît. Ensuite, alors, comme l'a mentionné Christiane, le diagnostic, il est accompagné, c'est les textes, mais il est accompagné de données chiffrées. Donc là, on en a un bon exemple avec un tableau et un graphique qui viennent détailler les périodes de construction du bâti parisien. Ces graphiques, il y en a quelques-uns. Si vous le souhaitez, vous pouvez les afficher en plein écran en cliquant dessus pour plus de lisibilité. Il suffit de recliquer n'importe où sur la page pour leur redonner leur taille normale. Enfin, le diagnostic, c'est également des cartes. Il y a plus de 130 cartes qui ont été embarquées dans cette application. Chaque sous-partie est illustrée d'au moins une carte, certaines de bien plus, 5 à 6 cartes. Et pour accéder à ces cartes, il y a trois façons de s'y prendre. Donc là, par exemple, si je reste sur les données générales et je vais sur la partie qui va me parler de l'histoire du 17e arrondissement, je lis, et puis là, je vois dans la colonne à la droite du texte qu'il y a un petit picto qui me signale qu'une carte est disponible.
une carte sur la datation du bâti, justement. Et ben, je vais venir cliquer dessus dans la colonne de droite pour venir l'afficher sur la zone de gauche. Toutes les cartes du diagnostic, elles sont disponibles à l'échelle parisienne, mais vous pouvez également zoomer dessus à l'échelle de l'arrondissement et continuer de zoomer ensuite jusqu'à l'échelle du 2 millième. Donc une échelle très fine pour observer là même une donnée qui est au bâti. Hop. Le tout est pixelisé, c'est simplement la machine. Je vous rassure, au final, la carte est très nette. Voilà. Donc, autre exemple sur une autre thématique, je vais par exemple aller dans l'approche environnementale. Une autre façon d'accéder aux cartes, c'est de passer directement par le texte. Dès qu'une partie du texte est en couleur, c'est qu'il y a un lien qui fait référence à une carte derrière. Donc là, par exemple, sur les îlots de chaleur urbains, je vois rapidement qu'une carte sur la thermographie est disponible. Je clique dessus dans le texte et elle va venir s'ajouter comme la précédente. Dans un instant. J'en profite pour vous montrer. Une petite fenêtre me signale que la légende est disponible en cliquant sur ce bouton. Donc effectivement, j'ouvre un nouveau panneau où je retrouve le titre de la carte, ses sources datées bien sûr, et puis la légende. Toutes les cartes qui sont consultables dans ce diagnostic sont également téléchargeables. Ça se passe toujours dans le panneau de la légende en cliquant sur ce bouton de téléchargement. Et les cartes s'ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur, alors en format PDF en haute définition, qui va vous permettre de les imprimer si vous le souhaitez en format A3, en gardant une très bonne qualité. Elles sont toutes mises en page, donc vous retrouvez dessus le titre, la légende et en bas à droite l'échelle. Ici. Je retourne dans la plateforme elle-même. La troisième façon d'accéder à l'ensemble des cartes, et c'est la façon que je recommanderais si on cherche à accéder rapidement à une carte précise, c'est de passer par la bibliothèque de cartes, ici en haut à droite, dans laquelle on va retrouver toutes les cartes classées par chapitre et sous-chapitre. Donc là, par exemple, je vais encore changer de thème, aller dans la vie locale, je vois qu'il y a un thème sur les parcs et jardins, et je vois là une carte sur l'accessibilité piétonne aux parcs et jardins. Et bien, je vais venir la consulter dans la partie de gauche. J'en profite pour vous montrer que la légende, vous pouvez la rabattre à n'importe quel moment, ainsi que le panneau de droite pour passer la carte en plein écran. Enfin, et c'est une fonctionnalité à laquelle on était très attaché, on voulait permettre aux utilisateurs de pouvoir comparer deux cartes entre elles. Donc pour ça, jusqu'à maintenant, on était, hop, la carte s'affiche, on était en vue unique, mais là, on va basculer en vue comparative. Donc désormais, j'ai deux cartes. À gauche, la carte que j'avais précédemment sélectionnée, celle de l'accessibilité piétonne. Et à droite, par défaut, c'est un plan de 2021 de Paris qui est fabriqué à partir de données produites à la pure. Donc ces deux cartes sont synchronisées. Si je me déplace sur l'une ou si je zoome sur l'une, ça va entraîner l'autre avec. Ce qui va me permettre évidemment de venir comparer deux phénomènes sur un même quartier. Donc là, j'ai par exemple comparé ma carte de la partie vie locale avec une carte de l'approche environnementale. On peut comme ça venir comparer deux cartes de deux thématiques différentes, ça ne pose aucun problème. Et je vais venir ajouter ma carte sur le taux de végétation à la parcelle, par exemple. Voilà. Et je peux maintenant venir comparer facilement ces deux cartes au niveau d'un quartier ou d'un îlot. Donc voilà pour ce qui est de la démonstration rapide des fonctionnalités principales de cette plateforme numérique. Je vais peut-être enchaîner, s'il n'y a pas de questions, avec la partie plus technique. Oui, je pense que vous pouvez enchaîner. Hélène, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui apparaissent, donc vous pouvez poursuivre. Eh bien, c'est parti. Donc, au niveau de la technique, en fait, je vais d'abord vous parler des contenus. Donc, il y a deux gros contenus dans l'application. Le premier, ce sont évidemment les cartes. Ces cartes, donc, je vous ai dit, il y en a plus de 130. Elles ont été réalisées en interne à la Pure par une quinzaine de personnes sous ArcMap. Toutes ces personnes utilisaient le même MXD, un modèle de MXD en quelque sorte, pour s'assurer que les cartes étaient toutes créées à la même échelle et selon le même cadrage géographique. Ensuite, dans ArcMap, elles étaient exportées en deux formats, un format PDF, haute définition, c'est les cartes qu'on va ensuite pouvoir télécharger, et un format JPEG. Donc là, je vais m'intéresser au bas du schéma et à ces cartes justement en format JPEG. Ces cartes, une fois qu'elles étaient enregistrées, elles nous parvenaient à nous au sein de la cellule de développement et on les redécoupait parce qu'il y avait des bandes blanches qui venaient s'ajouter et qu'on ne souhaitait pas garder. Donc on passait pour ça dans Photoshop où on avait créé une mini chaîne de traitement automatisée pour pouvoir s'assurer que le découpage se fasse rapidement et surtout se fasse exactement au pixel près de la même façon pour toutes les cartes. Ensuite, ces cartes, on les repassait dans ArcMap pour les géoréférencer. Pareil, là, on a essayé de gagner le plus de temps possible. Donc, on avait mis au point un fichier de géoréférencement
Et au-delà du fait que ça nous permettait de gagner du temps, ça nous permettait aussi de nous assurer que toutes les cartes étaient calées exactement pareil. Ce qui allait nous permettre ensuite dans l'application de pouvoir bien sûr les comparer sans qu'il y ait de décalage du tout sur le terrain. Enfin, ces cartes, elles étaient stockées, enregistrées dans une géodatabase sur les serveurs de Apure et elles étaient ensuite publiées sur notre Argis Server en tant que service de cartes tuilé. Donc, la structure de tuilage qu'on utilise à l'Apure, elle est calée sur notre fond de plan qui est réalisé aussi en interne à partir de nos données. Et ensuite, ces services de cartes, donc ces cartes que vous voyez, que vous consultez dans l'application, elles sont appelées via le code de l'application en utilisant la librairie l'Argis API for JavaScript en version 4.7 à l'époque. Donc ensuite, l'autre gros contenu, ce sont les textes, bien sûr. Donc pareil, ils étaient rédigés en interne. Ils impliquaient beaucoup de personnes. Une fois qu'ils étaient rédigés, ils étaient centralisés, ils passaient dans une boucle de correction et ensuite, ils nous parvenaient au développement. Nous, ensuite, ces fichiers, ces textes qui étaient en format Word, il fallait qu'on les convertisse et qu'on les transforme en format HTML pour pouvoir les intégrer dans l'application. Et pour ça, on a utilisé l'outil dont vous voyez ici l'icône, Word HTML. C'est un outil de conversion de format en ligne qui venait nous créer le balisage HTML à la volée et nous épargnait de le faire à la main. Il y avait quand même des retouches à faire à la main, notamment pour pouvoir intégrer les liens vers les cartes qu'on met à même le texte. Et enfin, ces textes étaient intégrés dans le code. Et ensuite, à coder, on avait simplement le fait d'afficher le bon diagnostic quand l'utilisateur changeait d'arrondissement. Alors, l'application en tout, son développement, mais également la production de contenu s'est faite en 3 mois. Au niveau de l'application même, pour gagner le plus de temps possible, ensuite, lors du développement, on avait maquetté l'application de façon très fine dès le début du projet. Donc, vous voyez ici des captures d'écran, des maquettes sur smartphone, de l'application sur smartphone et sur grand écran. Ces maquettes, on les a réalisées avec l'outil Adobe XD. Et vous voyez que la version ici maquettée ressemble vraiment de très près à la version que je viens de vous montrer. Ça nous a permis d'éviter des allers-retours sur le design, la navigation, etc. Et ça a été un gain réel de temps. Donc, au niveau du code lui-même, je vous l'ai dit, maquettage sous Adobe. L'application, elle a été développée, on a été 2 à la développer, ma collègue Anaïs Moreau et moi-même. Donc, l'application est sortie en 3 mois. Sur ces 3 mois, il y a eu environ 3 semaines de code pur. L'application, elle est codée en HTML, CSS et JavaScript, en utilisant l'Argis API for JavaScript, comme mentionné précédemment. Et fonctionnellement, cette application, elle reste très simple, vous l'avez vu. En fait, c'est surtout du affichage de cartes, masquage de cartes. C'est la fonctionnalité principale. Et évidemment, on est sur quelque chose de très, pas rudimentaire, mais on est sur quelque chose de simple. Surtout qu'on a une certaine expérience de l'API JavaScript qu'on utilise depuis déjà plusieurs années au sein de nos applications. Donc, ça a permis également de gagner pas mal de temps de développement. La réelle difficulté, ça a été l'organisation et le stockage des contenus parce que ça faisait beaucoup de cartes. Il fallait éviter qu'elles prennent trop de place sur les serveurs. Donc ça, il y a eu une réelle réflexion et même une démarche de test et voilà, pour trouver la bonne solution. Donc voilà pour la technique. S'il n'y a pas de questions, je vais rendre la main à Christiane qui va enchaîner. Si on a encore un peu de temps. Et vous pouvez poursuivre. Donc, l'idée, c'était de vous montrer en fait à quoi ça sert tout ça. Donc, d'avoir quelques comparaisons de cartes qui pour nous sont significatives et d'essayer de vous montrer ensuite comment les gens dans la réalité utilisent cette application. Alors, pour la simplicité de la présentation, on a enlevé les textes, etc., pour se focaliser sur justement cette comparaison des cartes. Donc là, par exemple, une comparaison toute bête, qui est la densité humaine. Donc la densité humaine, vous savez, c'est la densité de population habitants plus travailleurs. Donc, et puis à droite, vous avez les spécificités économiques. Donc vous voyez que 2 choses-là ensemble, on voit en très foncé la densité humaine la plus forte dans le quartier central des affaires. Et en même temps, quand on regarde les spécificités économiques à droite, on s'aperçoit que c'est là qu'on a le plus de points jaunes qui correspondent en fait aux immeubles tertiaires, aux immeubles de bureaux, au quartier de la finance, etc. Donc voilà, ça donne un aperçu, en tout cas, de cette densité. Si maintenant, on passe la suivante, on fait un zoom toujours sur les spécificités économiques
que l'on voit à gauche et donc sur cette particularité du quartier des affaires en orange avec le reste des activités du centre de Paris, on s'aperçoit qu'on a des activités, énormément d'activités dans le centre de Paris. Sur chaque parcelle, il y a des activités. Et donc, ça nous raconte des choses sur la mixité fonctionnelle. Donc, on voit à droite, vous avez une carte qui est une carte de la mixité fonctionnelle. En violet, c'est dominante bureau. En orange, c'est dominante résidence, dominante habitat. Et en rose, c'est mixité à l'échelle de l'îlot. Et donc, on voit que le quartier des affaires est un quartier qui n'est pas très mixte, il n'y a pas une grande mixité fonctionnelle, qu'en revanche, le reste du centre de Paris, donc notamment les arrondissements 1, 2, 3, 4, 10e, etc., où se concentrent beaucoup d'activités très diverses, le commerce, les activités culturelles, les activités de fabrication, etc., sont des secteurs qui sont d'une grande mixité entre la résidence et le travail. Et donc, c'est une des caractéristiques de Paris. Ça nous permet de caractériser comme ça les différents secteurs de la ville. Si on continue en reprenant cette carte de la mixité fonctionnelle, que cette fois-ci, on a passé à gauche et moins zoomé, et qu'on la compare avec les centralités, vous avez la carte des centralités, elle a cette caractéristique, c'est que tout ce que vous voyez, les traits jaunes qui sont les voies qui sont jaunes sur la carte, ce sont les centralités qu'on appelle globales, c'est-à-dire où se concentrent à la fois les touristes, les gens qui travaillent, les gens qui viennent de partout, parce qu'il y a toute une série de lieux qui sont attractifs pour toutes sortes de populations. Et donc, on s'aperçoit qu'une fois de plus, les secteurs les plus denses de Paris qu'on a vus dans la première carte, les secteurs où on a le maximum d'activités très diverses, sont en même temps ceux qui sont très attractifs à l'échelle internationale. Et donc, ça finit par caractériser ce centre, cet hypercentre de Paris qui est extrêmement attractif et de ce fait-là extrêmement sollicité. Et on voit à l'inverse sur les arrondissements périphériques, le 20e, le 19e, etc., des centralités locales qui sont symbolisées par des traits rouges et où on voit qu'à l'inverse, dans les quartiers essentiellement résidentiels, ce qu'on voit à gauche sur la carte de gauche, puisqu'on a énormément de orange sur la carte de la mixité fonctionnelle, eh bien, ce sont le long de certains axes et de certaines voies que se concentrent les centralités et on voit une concentration beaucoup moins grande de ces lieux de centralité qui sont en fait les lieux où se concentre le maximum des activités humaines d'un quartier. Alors voilà, ça c'était un peu pour vous montrer ce genre de choses. Deuxième élément, par exemple, c'est si on veut travailler sur la mixité sociale, on a une carte à gauche qui montre les niveaux de revenus. Donc, avec en rose les niveaux les plus hauts, en bleu les niveaux les plus bas et en jaune les revenus intermédiaires. Et on la compare avec le prix de vente des logements à Paris. Et évidemment, c'est un peu sans surprise. On s'aperçoit de comment dire, la plus grande, le prix de vente les plus hauts, pardon, sur le centre de Paris, dont on a vu tout à l'heure qu'il était très attractif, etc., etc. Et des prix très hauts également dans l'ouest parisien, le 16e, le 17e arrondissement. On voit des quartiers intermédiaires en termes de prix qui correspondent en fait à des quartiers plutôt de mixité sociale, puisque niveau de revenus intermédiaires, c'est aussi des quartiers où on a à la fois des revenus faibles et des revenus plus forts, donc en jaune, qui correspondent à certains secteurs de Paris aussi, notamment le 11e, le 10e, etc. Et puis, on voit en vert les quartiers qui sont en même temps ceux qui concentrent le plus de logements sociaux, qui sont aussi les secteurs où les prix de vente sont les moins forts et les revenus des habitants les moins importants. Donc, tout ça est aussi également un peu sans surprise, mais ça permet en tout cas de conforter des analyses. Alors, deuxième élément qui est très important dans cette application, c'est qu'on peut comparer des protections, des mesures réglementaires qui sont aujourd'hui dans le plan local d'urbanisme. Par exemple, là, les rues à gauche, les rues où le commerce et l'artisanat sont protégés. Donc, ça veut dire que quand on a des commerces en rez-de-chaussée, on ne peut pas les transformer en autre chose que des commerces. Et puis, à droite, vous avez les commerces réels, avec chaque point correspondant à un commerce. Donc, cette comparaison entre la réalité et la règle permet évidemment de se poser la question pour le futur PLU de savoir si on va conserver la même règle,
la faire évoluer. Est-ce qu'il va falloir enlever des rues, en rajouter d'autres, changer la façon de faire, etc. Donc, ce sont des éléments aussi qui vont être support au débat qui va avoir lieu à la fois au niveau des citoyens, au niveau des élus, sur le futur PLU de Paris. L'autre élément, alors on revient un peu sur la vie locale en passant sur la question des espaces verts, c'est cette centralité et ces centralités qu'on a vues tout à l'heure à l'échelle de tout Paris. On voit bien que quand on zoome la carte à gauche des centralités, on voit apparaître de manière très précise vraiment les lieux où se passe la vie urbaine. Et là, on l'a comparé avec la carte de droite qui est l'accessibilité au jardin public, ce qui permet, donc en orange, c'est toutes les rues qui sont à moins de 300 mètres d'un jardin public. Quand on est, quel que soit le point où on est dans ces rues-là, on est à moins de 300 mètres d'un jardin public. Donc, ça permet de savoir si les jardins publics peuvent vraiment participer à la vie locale, sont vraiment des lieux, des jardins de proximité, en fonction donc de la façon dont sont structurés chacun des quartiers. L'autre question très importante dans ce PLU, puisqu'il s'agit de faire un PLU bioclimatique, c'est la question environnementale. Donc l'approche environnementale, elle nécessite de comparer les éléments réels à gauche, la nature telle qu'elle est vraiment dans Paris, où est-ce qu'elle se situe, à la fois les grands jardins, à la fois à l'intérieur des îlots, et de comparer cette nature avec les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire une carte qui montre les lieux de la ville qui sont chauds, donc c'est en rouge, et qui participent à l'îlot de chaleur urbain parce qu'ils sont très exposés au soleil, parce qu'ils sont très imperméables, parce qu'ils sont très pleins de bitume, avec des sols qui rayonnent. Et puis, à l'inverse, on le voit en bleu, les lieux qui participent à la fraîcheur. Donc, ça conforte et ça permet de montrer à quel point la nature joue un rôle dans le rafraîchissement de la ville et à quel point sa présence est importante. Et donc, évidemment, ça va venir informer des politiques futures. Si on passe à la suivante, qui est le même zoom à gauche sur cette carte des îlots de chaleur urbains, on peut la comparer avec une carte encore plus précise de la végétation telle qu'elle existe, en vert sur les espaces, donc les cimetières, les intérieurs d'îlots, etc., et en rouge sur les espaces publics. Tous les petits points rouges, c'est les alignements d'arbres et donc les pieds d'arbres qui sont des lieux perméables. Donc, ça permet là aussi, à partir de cela, de pouvoir voir vraiment précisément comment sur une avenue, par exemple, tel arbre, tel alignement d'arbres va venir rafraîchir, fait que la couleur de la voie va changer, elle sera plus rouge, elle peut passer au bleu ou au jaune, etc. Et donc, quel est l'effet vraiment concret de la végétation sur un espace urbain. Dernier élément qu'on vous a mis, c'est sur le cadre urbain, donc sur les tissus urbains et sur la façon dont la ville est organisée. Donc, vous avez à gauche une carte des tissus urbains parisiens. Les tissus les plus anciens sont en marron foncé et en marron clair. En marron foncé, c'est les tissus haussmanniens. En marron clair, c'est les tissus pré-haussmanniens. En bleu, vous avez plutôt les tissus des années 60, qui sont plutôt des îlots ouverts, etc. Et on a comparé ça avec une carte statistique, qui est une carte des emprises bâties à la parcelle, qui est donc un calcul entre l'emprise bâtie et la surface de la parcelle. Et donc, ça permet tout de suite avoir une caractéristique de ces tissus urbains et de voir, par exemple, que dans les tissus les plus anciens de Paris, on a des emprises bâties extrêmement importantes, très peu d'espace libre à l'intérieur des îlots, ce qui évidemment va avoir des conséquences sur la politique urbaine qu'on va avoir sur ces secteurs-là, et qu'à l'inverse, on a dans les secteurs qui sont bleus, donc plutôt nord-est, etc., des grands îlots avec évidemment des emprises bâties beaucoup moins importantes, des espaces verts à l'intérieur des îlots, et donc là aussi des éléments qui nous intéressent à l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est cette différence. Et donc, avant-dernière comparaison, c'est entre une carte ancienne et donc du XVIIIe siècle et la datation du bâti. Alors pour nous, c'est très important de restituer la profondeur historique, évidemment, de la ville, et ça permet de comprendre à quel point on a un héritage patrimonial important, puisque la datation du bâti que vous avez sur la carte de droite, c'est les cartes
c'est le bâti tel qu'il existe aujourd'hui, et tout ce qui est marron et rouge est avant 1800. Donc, ça permet de comprendre à quel point on a encore dans Paris un bâti ancien extrêmement important, et on voit à l'inverse sur la plaine Monceau, etc., à l'ouest de Paris, tout ce qui va venir, qui va être le bâti haussmannien, qui est en orange sur la carte de droite, et qui va venir avec les extensions de Paris au 19e siècle. Donc, c'est une carte qui permet, deux cartes qui permettent de comprendre cette évolution historique. Et enfin, les dernières, c'est juste pour voilà, vous donner deux cartes de comparaison des transformations actuelles de Paris. Donc, c'est l'inverse, on n'est plus dans le patrimoine ancien, mais dans ce qui s'est passé récemment. À gauche, la carte des ravalements qui montre qu'on a énormément de parcelles dans Paris qui ont été sujettes à ravalement depuis 15 ans, ce qui pour nous est important parce que ça montre à quel point il y a une attention qui est portée au patrimoine parisien et un investissement même financier des Parisiens dans leur patrimoine. Et à droite, un peu à l'inverse, on voit que les transformations qui sont liées à des constructions neuves, etc., sont finalement assez localisées dans Paris et peu importantes, et donc que Paris est une ville déjà très fortement bâtie. Voilà, donc ça, c'était juste quelques éléments pour vous montrer à quoi tout ça nous sert. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez arrêter votre partage d'écran si vous voulez. Ouais. En conclusion, peut-être juste une question, une précision de Joël qui vous demande, OK, on a vu des cartes visibles au 2 millième, pardon, et comment peut-on voir les îlots de chaleur, la pleine Terre à une échelle encore plus précise? Est-ce qu'on peut descendre à une échelle plus fine? Alors, on ne peut pas faire une carte de la pleine Terre, mais on peut faire une carte de l'occupation du sol. Donc, c'est la carte que vous avez vue, on vous l'a montré, la carte qui nous sert, qui est encore plus précise que ça. C'est la carte qu'on vous a montrée, peut-être qu'on peut la remettre à l'écran, qui s'appelle carte de la perméabilité des sols, qui est jusqu'à l'échelle à laquelle on peut aller. C'est-à-dire, évidemment, on peut savoir sur tous les espaces non bâtis, y compris à l'intérieur des îlots, s'ils sont végétalisés ou pas, ce qui nous dit déjà si on suppute qu'ils sont dans de la pleine terre ou pas. Et c'est aussi une carte qui montre les alignements d'arbres dans Paris, et donc toutes les parties. Alors en rouge, c'est tous les espaces publics non perméables, donc c'est tous les pieds d'arbres, hein, les petits points rouges. Alors évidemment, cette échelle-là, si on zoome, c'est encore mieux. Et puis les intérieurs d'îlots, où on voit la végétation réelle, ce qui nous permet de supputer que l'on est en pleine terre, ou en tout cas sur des sols qui ont suffisamment d'épaisseur de terre pour pouvoir supporter de la végétation. Donc voilà l'échelle, en tout cas la précision d'échelle à laquelle on peut arriver. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, me semble-t-il. Dernière question, ce sera notre dernier échange, qu'on a dépassé un petit peu le temps imparti. Juan qui nous demande, est-ce que ces données sont en open data? Alors, c'est une partie des données qui sont dans ces cartes sont issues de l'open data de la Pure. Oui. Donc, tout ce qui est en open data à la Pure a été utilisé pour faire ces cartes. En revanche, à partir de l'application, on ne peut pas arriver à l'open data. C'est-à-dire qu'il faut repartir à partir du site de la Pure pour aller dans la partie open data pour pouvoir accéder aux données. Parce que, évidemment, dans une application, c'est impossible de mettre l'accès aux données. Voilà, donc je ne sais pas si c'est... Donc oui, mais ça n'est pas accessible d'une manière directe à partir de l'application. Ok, Comprendre c'est que compris. cette application, elle est plutôt grand public, et donc on fait les cartes, et en fait on traite déjà les données de manière à ce qu'elles soient accessibles aux gens, parce qu'un open data de données urbaines n'est pas consultable directement par la population. C'est pas quelque chose qui est possible. Il faut justement la médiation de la carte pour arriver à la rendre intelligible, quoi. C'est ça, c'est ça.
Et dernière précision, toutes les analyses ont-elles été réalisées avec ArcGIS? Oui, Oui. oui. Ok. Très bien, écoutez, on a débordé un tout petit peu, mais c'est pas bien grave parce que c'était Désolée. très intéressant. Il y a plusieurs commentaires qui nous disent intéressant, très bien. Donc merci Hélène, merci Christiane pour votre présentation concrète, précise, très illustrée, très carto. Vous pouvez donc continuer à dialoguer si vous le souhaitez entre vous à travers l'onglet dialoguer que vous voyez en haut de votre écran, à travers l'Agora et puis la messagerie. Bonne suite de conférences, et pour les fans des stars du SIG, à 17h, vous avez rendez-vous avec l'épisode 3. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.